3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Edouard. Wilfried Galland à nos côtés également, directeur général délégué et adjoint. Directeur stratégiste de Montpensier Arbevel. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Merci d'être là. Et Léa Dauphas nous accompagne, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir, merci d'être là. Que se passe-t-il au Japon? C'est le sujet à la une depuis qu'on a découvert il y a quelques jours, effectivement, que les taux super longs japonais, donc au-delà du 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans japonais, commençaient à se tendre à des niveaux qui attirent l'œil. On est à plus de 2,50 sur le 20 ans japonais, à plus de 3% désormais sur le 30 ans japonais, et à plus de 3,50 sur le 40 ans japonais. Alors en fait, c'est une combinaison de plein de facteurs. Alors, on le détaille aujourd'hui. En réalité, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs mois maintenant, et puis on a des petits pushs assez réguliers qui reviennent. Combinaison de plusieurs facteurs, une adju qui s'est mal passée, des problèmes sur du très long, donc des questions aussi de liquidité, d'offres. Du 20 ans ce matin. Ouais, c'est mal parti. Et puis, en réalité, c'est plutôt quelque chose qui, en tout cas en termes de théorique, est assez cohérent. Si on prend un peu de recul juste sur la question du mouvement de taux, mais qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie japonaise, on attendait, et c'était assez consensuel, plusieurs hausses de taux de la BOJ en fait depuis le début de cette année. Elle s'est mise en arrêt sur cette dernière réunion, justement sur cette question des incertitudes vis-à-vis de Trump. Il y a beaucoup de considérations d'ordre politique, une faible majorité actuellement. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait la BOJ attendait, en espérant avoir un retour plutôt positif côté rivalité américaine, on s'aperçoit que la situation va être beaucoup plus tendue que ce qui a été espéré. En fait, il va y avoir plutôt une situation de blocage de la part du gouvernement japonais face à Trump. Donc, ce qui devait être un deal plutôt assez facile va probablement être compliqué. Donc, la BOJ attend. Donc, on a déjà ce premier facteur. Deuxièmement, contre toute attente, il y a de l'inflation au Japon. Elle est liée alors, à certains produits alimentaires ou autres, mais on a aujourd'hui une inflation qui est en fait assez élevée. Les chiffres de croissance ont surpris négativement au premier trimestre, mais comme tous les ans au Japon, il faut s'attendre à une hausse significative des salaires dans le processus de négociation, le shunto, qui devrait encore une fois monter les salaires de manière assez significative, au-delà de 5% à l'été. Donc quand on met tout ça ensemble, une inflation déjà élevée, des salaires qui augmentent, un chiffre du T1 qui est mauvais, mais qui se fait sur les exports nets, et on devrait voir un rebond de demande qui fera le parallèle. Une BOJ qui est en attente, des incertitudes face à Trump, dans un mouvement global de tension sur le marché obligataire. En réalité, c'est plutôt cohérent. Et les modélisations montrent, en fait, le mouvement n'est pas fini. Nous, nos modélisations de taux long sur le 10 ans, c'est plutôt des cibles à 1,8, voire même au-delà. On est à 1,50 sur le 10 ans japonais, là. Pareil, sur le yen, on pourrait s'attendre à un ajustement. En réalité, nous, on a même encore un push sur le yen. Donc, c'est pas fair value encore, là. Pas encore. En gros, il y a un rattrapage qui est long, mais qui, en fait, est plutôt pour nous quelque chose qui est normal. En tout cas, fondamentalement, avec, encore une fois, la volatilité et le deal qu'on attend avec le Japon, qui va probablement aussi bouger beaucoup l'outlook. Ouais. C'est un problème nippon, si je puis dire, Wilfried, ou ça nous concerne aussi un peu derrière les taux japonais? C'est aussi le niveau du yen contre un dollar qui s'affaiblit, et puis on a tous en tête ce petit accident de marché, alors qui a été vite effacé au cœur de l'été dernier, début du mois d'août, avec peu de participants de marché présents à l'époque, mais c'est un petit accident de marché qui avait quand même marqué les esprits à l'époque. Oui, avec des débouclages de positions de carry trade qui, quand on commence à vendre, des ventes qui entraînent des ventes, etc. Et l'effet spirale qui commence à se mettre en place. En fait, ce qui se passe au Japon, c'est à la fois un symptôme et une inquiétude. C'est-à-dire, c'est le symptôme effectivement d'une tension assez générale sur les marchés obligataires, avec ce qu'on appelle avec un peu de cuistrerie la prime de terme qui remonte, parce qu'effectivement on a une incertitude à long terme sur beaucoup d'économies en fait, et sur comment est-ce que l'économie mondiale globalement va se réajuster par rapport à effectivement à la guerre commerciale, par rapport aussi à des niveaux d'endettement qui partout sont remontés, et par rapport au fait qu'on crée des frictions globalement qui risquent d'abaisser les taux de rendement. Et quand on abaisse les taux de rendement avec en plus des taux d'endettement qui sont très forts, il y a des inquiétudes. Donc c'est le symptôme d'une inquiétude assez générale, et c'est aussi une vraie inquiétude spécifique au Japon, parce que le Japon, on est en amont de la pompe de financement générale de l'économie mondiale et de l'économie financière. C'est-à-dire qu'effectivement, via le Japon, il y avait beaucoup de capitaux qui étaient réinvestis
dans tous ceux qui en avaient désespérément besoin. Et le Japon était considéré comme étant une espèce d'îlot un peu tranquille d'un point de vue obligataire, où on le disait toujours, de toute manière, la dette japonaise est détenue par les Japonais, ça reste entre eux, il n'y a pas de problème. La poche fera jamais rien, voilà. Fera jamais, sera toujours là. Exactement. Et on se rend compte que, effectivement, quand on change les conditions de fonctionnement de l'économie japonaise, à la fois, Léa l'a parfaitement expliqué, sur l'inflation, sur la croissance, sur le mode d'interaction, voir que c'est une économie qui est extrêmement interagissante avec à la fois la Chine, avec les États-Unis. Et tout ça, effectivement, c'est une inquiétude parce que ça pèse globalement sur les circuits de financement. Et on a vu, effectivement, un certain nombre de papiers s'inquiéter, disant comment est-ce que l'économie américaine va être financée, comment est-ce que l'économie européenne également va être financée. On sait que, par exemple, que les Japonais étaient très friands de la dette française. Clairement, si on fait remonter fortement les taux réels japonais, ou globalement déjà les taux nominaux, mais peut-être les taux réels, effectivement, c'est un petit peu différent. Donc les circuits de financement vont changer, et ça, les marchés n'aiment pas trop, quand on bouge les circuits de financement. Et c'est ça, effectivement, l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Effectivement, la promesse du Japon, c'est on maintiendra un yen suffisamment faible, des taux d'intérêt suffisamment bas, empruntez chez nous et investissez à l'extérieur. Il y avait une grande promesse de stabilité dans un monde instable. Et là, on se rend compte que l'instabilité, en fait, est en train, effectivement, de contaminer le Japon, et même via le Japon, en fait, par un effet de bord, en fait, se renforcer. Oui. Ça, effectivement, c'est vraiment à surveiller, parce que quand on voit, effectivement, l'adjudication japonaise, ça montre quand même qu'il y a un vrai sujet. Très peu d'appétit. Ouais, très peu d'appétit. Et quand on connaît le taux d'endettement général de l'économie japonaise, on peut être quand même un petit point inquiet. Un chiffre qu'on m'a donné hier, donc c'est le grand fonds de pension japonais, GIPF, c'est ça. Ouais. 55% de ces actifs sont des actifs étrangers, notamment en dollars. Absolument. De savoir, est-ce que c'est couvert, pas couvert. Enfin, ça peut engendrer quand même un certain nombre de pertes pour de gros acteurs. Exactement. Et s'il se met effectivement à liquider ses positions pour pouvoir acheter de la dette japonaise dans un élan de patriotisme qu'on connaît bien également au Japon, ça peut changer quand même profondément les choses sur l'économie financière mondiale. Bon, est-ce qu'il faut s'intéresser à nouveau au Japon, notamment d'un point de vue financier, de risque d'ailleurs pour l'écosystème financier mondial, Raphaël ? Oui, c'est important ce qui se passe là-bas, et effectivement, ça rejoint tout un narratif de marché aujourd'hui qui est évidemment centré d'une part sur les tarifs, mais qui pivote aussi sur cette inquiétude. Taux d'intérêt, déficit, soutenabilité de la dette, trajectoire. Alors le cas japonais, effectivement, a ses spécificités. Ils ne sont pas exactement au même instant dans le cycle que l'Europe ou les États-Unis. Il y a effectivement l'impact de la guerre commerciale. Mais on reste néanmoins sur ces trajectoires de déficit qui ne sont pas soutenables. Ils sont très élevés au Japon aussi. Le coût de la dette qui se renchérit avec ces taux qui restent élevés. Dans un contexte où l'inflation est résiliente, les hausses de salaire sont persistantes. Un mix qui fait qu'effectivement l'inquiétude grandit, que les courbes se pontifient, que les taux restent élevés. Et on en parlait, on est vraiment dans ce qui liquéfie le marché, la plomberie de marché. Et c'est très vrai aussi en Asie qui est effectivement un grand appétit pour les actifs étrangers et la dette étrangère. Je crois que le Japon est le premier investisseur international aux États-Unis. Donc là, on sent qu'un des plus grands détenteurs de dette souveraine. Le stock est massif, bien sûr. 1,2 trillion. Le flux a un peu baissé, je crois, ces dernières années, mais le stock reste massif. Absolument. Donc là, on est vraiment au centre névralgique de, effectivement, cette tuyauterie des marchés mondiaux. Donc, on n'en est pas encore au stade à appuyer sur le bouton panique, évidemment, mais c'est vrai qu'on regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. L'histoire du carry trade, de ce position de portage qui nous avait un petit peu fait peur l'été dernier, n'a pas encore ressurgi, mais c'est vrai qu'il est très présent. On était en Asie du Nord-Est il y a 2 semaines. Effectivement, c'est une pause que tout le monde a. Ah, d'accord. Donc ça n'a pas été liquidé dans le journal. L'épisode du mois d'août n'a pas fait que ces positions de carré ont été nettoyées. Elles sont toujours là, elles existent. Très souvent, elles sont donc leveragées. Et très souvent aussi, elles ne sont pas couvertes en risque de change. Donc effectivement, en termes de rendement, nous on était là à présenter des produits européens de rendement, aucun intérêt. C'est clair. C'est sûr qu'en termes de risque, on voit aussi la contrepartie. On est aujourd'hui sur des dynamiques de risque qui sont très importantes. À un moment où le marché FX grince, on a vu Taïwan il n'y a pas si longtemps, et la réaction, l'impact des mouvements du dollar. Le dollar taïwanais prend 5-6% sur une journée, c'est ça. Exactement, des choses qu'on ne voit pas
un fonctionnement de marché classique et normal. Donc voilà, des petits grincements qui rendent très attentifs et qui nous rappellent qu'effectivement, au-delà de la position tarif, et tout est lié, cette dynamique de taux d'intérêt, déficit, tout se lie, négociation aux États-Unis vis-à-vis du budget américain, relance budgétaire en Europe, problématique japonaise, tout ça se relie dans une espèce d'inquiétude qui semble croître au sein du marché. Ah ouais, bon. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de la Banque centrale japonaise à ce stade, Léa ? Pour l'instant, une pause. D'accord. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de visibilité sur les mesures tarifaires, une pause. Après, Et sur la partie quantitative de sa politique, C'est là où elle pourrait jouer, en fait. est-ce qu'il y a une pression qui monte pour qu'elle en fasse plus, qu'elle en fasse moins ? en fait, Elle est en train de réduire son bilan, Oui. la BOJ. Hein. ouais, comme le font les autres banques centrales. Et en fait, c'est une des grandes conséquences, si on prend un peu de hauteur sur ce qui se passe, en fait, d'un monde en fragmentation, dans un mouvement populiste ou autre. Il y a, et là en fait la seule manière réelle de ne pas basculer sur des problématiques de dette souveraine dans l'ensemble des économies mondiales, De soutenabilité, de vous voulez dire. soutenabilité, Oui. pardon, c'est de mettre en place de la répression financière. Quand vous avez des dépenses d'investissement massives qui sont nécessaires, avec des taux d'intérêt qui sont élevés, ce que vous mentionnez sur le Japon est vrai, mais pour toutes les économies. Pour l'instant, le poids de la dette n'est pas un sujet parce qu'on était dans un environnement de taux bas. Dès 2037-2040, ça va devenir des sujets. Et donc, quand vous avez des dettes publiques qui sont élevées, des taux d'intérêt et des primes de terme, c'est ça qu'il faut avoir en tête. La prime de terme aujourd'hui aux États-Unis est revenue à 0. C'est le mouvement qu'on a eu en fait sur les taux longs américains entre décembre et janvier. Quand on regarde historiquement, une prime de terme, c'est 3 et 4%. C'est pas 0. Donc le chemin est encore long. Et le seul moyen de faire en sorte que la hausse des taux d'intérêt n'enclenche pas des problématiques de soutenabilité, c'est de la répression financière. Il y a plein de moyens. Ça a été catégorisé théoriquement. C'est pas juste baisser les taux. C'est pas juste baisser les taux. C'est des outils non conventionnels. C'est des mesures de Contrôle de la courbe. contrôle de la courbe, même contrôle des Donc, capitaux. tous ces sujets-là vont vite revenir sur Et la ils table. arrivent. La réforme que le gouvernement américain est en train de faire passer sur les banques américaines, où on ouvre un peu les contraintes, tout ça en fait est lié. Et en fait, on est dans un Les banques mouvement. américaines auront moins d'incitation ou d'obligation à détenir des actifs souverains Exactement. demain dans leurs réserves. On ouvre les liquidités, on essaye de soutenir tout ça. Et donc, c'est probablement un des outils, alors que les mouvements de taux vont être compliqués à faire, la répression financière, ça en est. Et donc, dans cette détention de bilan, soit elle reprend un peu cette histoire de détention de bilan, soit elle change les maturités. Mais en tout cas, on rentre en fait dans cette ère-là de répression financière. Et c'est vraiment c'est la seule aujourd'hui possibilité que le mouvement de taux, qui est un mouvement de fond en fait, qui va nous arriver, on va pas retrouver des taux plus bas, soit en fait aujourd'hui capable d'être intégré pour pas basculer sur une autre problématique. Enfin, on y retourne. On y Ouais, retourne. on y retourne. Mais le débat contrôle de la courbe des taux, c'est un débat sous la surface qui reste très présent. Hein. Oui, Face aux il y a- défis de financement, de refinancement, il y a à la fois, d'investissement il qui y a à la arrivent. fois le contrôle de la courbe des taux et ce que disait Léa est très important. C'est les méthodes qui sont mises en place. C'est-à-dire que la répression financière, c'est pas du quantitative easing. Hein. La répression financière, c'est par la réglementation et par la loi, vous obligez les acteurs financiers à détenir un certain nombre de dettes que vous caractérisez par avance et qui a pour objectif à la fois de faciliter le financement et en plus de faire baisser les taux d'une manière qui soit après transmissible à l'ensemble de l'économie. C'est ça la répression financière. Et ça crée dans les acteurs financiers, au sein des acteurs financiers, énormément de contraintes, y compris d'ailleurs sur le financement des autres parties de l'économie, hein, parce que quand vous financez de façon obligatoire l'économie publique, vous avez nécessairement moins de moyens pour financer l'économie privée. Et donc il va y avoir un certain nombre d'arbitrages à faire, y compris d'ailleurs sur ce que ça veut dire en termes d'accélération ou de ralentissement de la croissance. Parce que il y a un impact également sur la partie, quand vous faites de la répression financière, vous pouvez avoir un impact fiscal que vous ne maîtrisez pas nécessairement parce que vous allez avoir un impact négatif, récessif, sur un certain nombre de secteurs. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile à manipuler, parce que vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller, et c'est tellement facile de faire la répression financière. Non, mais c'est très simple. Vous faites une loi, un règlement en disant c'est pour votre sécurité, ça c'est le mot magique. Hein. Ça marche. Pour renforcer les bilans. Ça marche pour les avions, ça marche, ça marche pour la nourriture, mais ça marche aussi pour les bilans. C'est pour la sécurité générale. Alors personne ne peut être contre quand on renforce la sécurité, sauf que plus on renforce la sécurité, moins on va avoir d'agilité.
Et ça, effectivement, ça va être un véritable Là, je sujet. comprends que la dérégulation bancaire voulue par Trump, c'est plutôt baisser ses exigences de Exactement. ratio de réserve, Est-ce qu'il qui a avait été durci après la campagne totalement anticipé les mouvements que ça pouvait générer? S'il fait du jeu d'échecs à 18 dimensions, peut-être. Si effectivement il est dans cet état d'esprit peut-être de faire un petit peu de roulette russe, et sans clin d'œil ironique par géopolitique, on ne sait pas ce que ça peut donner. Bon, qui va acheter la dette américaine en l'occurrence Qui n'en veut Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire C'est de la demande pour les treasuries et pour un asset manager en l'occurrence? Alors je ne parle pas d'investisseurs sous contrainte, mais pour un asset manager libre en partie d'investir ou non dans la dette américaine, est-ce qu'il y a de l'intérêt aujourd'hui à détenir des treasuries? Et sinon, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt encore à ces niveaux de prix de détenir des treasuries? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y en a moins d'intérêt. Ça se voit dans les flux. Les flux se détournent, les flux internationaux se détournent davantage des treasuries américaines et on va dire des actifs américains en général. Ça a déclenché ce fameux débat autour de l'exceptionnalisme américain. Alors, il y a plusieurs facettes au débat. Première question, est-ce qu'il existe toujours cet exceptionnalisme ? Peut-être qu'à une certaine mesure, on peut répondre que oui. Effectivement, ça reste un bastion, les États-Unis, de croissance, de génération de bénéfices, d'exceptionnalisme économique aussi. C'est difficile de faire fi. J'étais à la conférence de JP Morgan il y a quelques jours où Jamie Dimon a posé une question aux quelques personnes présentes où il a dit « Si je vous laisse le choix d'un pays où mettre toute votre épargne pour le reste de votre vie, quel pays choisirez-vous » Et on était, je ne sais pas, 200 dans la pièce. Et je pense qu'on a eu 200 fois la même pensée au même moment. Oui, l'IA, les porte-avions, tout ça, ça reste quand même vrai. Je me tourne vers Wilfried. Les célèbres porte-avions. Oui, oui. Ouais. Donc effectivement, l'exceptionnalisme, il n'est peut-être pas mort, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un rééquilibrage. Et c'est un rééquilibrage qui était probablement nécessaire. Si vous regardez pour $1 investi ces 5 dernières années, 80 cents l'ont été aux États-Unis. Sur les 5 dernières années. D'accord. Si vous regardez les flux en termes de devises, 88% sont sur le dollar. 60% des réserves internationales de change sont en dollars. Donc cet exceptionnalisme, il est vraiment très présent lorsqu'on regarde les flux et les détentions d'actifs, là où le PIB des États-Unis, c'est 26% du PIB mondial. Donc il y a eu une espèce de déséquilibre qui s'est créé en particulier à la suite du Covid, qui est en train potentiellement de se rééquilibrer. La conséquence, c'est qu'il y a eu une surperformance des actifs américains qui a été remarquable sur la période. Ces actifs se sont aussi beaucoup renchéris, quelle que soit la classe d'actifs que vous regardez, actions, crédits, probablement dollars, treasuries. Tout est plus cher aux États-Unis que dans le reste du monde, incomparable. On paye une prime pour cet exceptionnalisme. Et aujourd'hui, effectivement, on voit un rééquilibrage. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce que c'est la fin de l'investissement international aux États-Unis? Peut-être pas. Est-il sain dans le contexte actuel? Probablement. Et c'est vrai qu'il arrive à un moment où on se pose des questions sur la guerre commerciale, l'impact sur l'économie américaine, la politique de Trump, les gagnants et les perdants. Donc effectivement, on est en train de le constater, et on le voit beaucoup chez nos clients d'ailleurs aussi, que ce rééquilibrage, il est en cours, il a lieu, il se matérialise par et c'est quelque chose qu'on peut imaginer sur le long terme. Vous citiez JP Morgan, les stratégistes de JP Morgan nous disent que 25 va être une année de surperformance de l'Europe comparée aux actions américaines, comme on a rarement vu. C'est peut-être 25 points que les actions européennes pourraient mettre dans la vue à la performance des actions américaines cette année. Ça peut s'inscrire dans un temps effectivement long, d'investissement en tout cas, Raphaël. Oui, c'est notre pari en tout cas. Chez Tikeo, on a investi beaucoup en Europe, on a beaucoup rééquilibré aussi nos allocations sur l'Europe. Il y a des raisons fondamentales à ça, autour effectivement de ces tensions commerciales. On a l'impression que l'Europe peut-être sera moins impactée que d'autres géographies, y compris les États-Unis, en tout cas dans un premier temps. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis cette décote aujourd'hui qui existe des actifs européens vis-à-vis des actifs américains, elle permet aussi de voir venir. Elle rend aujourd'hui l'investissement en Europe plus attractif potentiellement. Et puis enfin, la dimension flux qui est effectivement très présente. On le voit dans les chiffres officiels, on le voit aussi de manière plus anecdotique. On a aujourd'hui beaucoup d'appels entrants, en particulier d'Asie, du Moyen-Orient, de clients qui sont très exposés dollars, qui se rendent compte que finalement les signaux fondamentaux faiblissent d'une part, et puis que d'autre part c'est aussi un acte politique
que dans la géopolitique actuelle, peut-être qu'il faut diversifier. Et lorsqu'on regarde autour de soi pour diversifier, l'Europe tout de suite vient à l'esprit. Donc ça, c'est une espèce de convergence de facteurs que nous, on constate à notre niveau en tant que gérant d'actifs et qui, selon nous, peut vraiment perdurer. Ouais. Petite anecdote là aussi, alors le patron de la stratégie d'allocation d'actifs d'une puissante CIB européenne qui va 2 fois par an en Asie depuis, je ne sais pas, plus d'une décennie maintenant, pendant 10 ans, pas une question sur l'Europe. Là, il est rentré il y a 1 mois de sa tournée semi-annuelle asiatique. Premier meeting, parlez-nous de l'Europe. Deuxième meeting, parlez-nous de l'Europe. Troisième meeting, parlez-nous de l'Europe, etc. etc., etc. quoi. Au point qu'ils ont parfois oublié, même d'ailleurs, comme on investissait en Europe. C'est-à-dire qu'on lui demande, non mais attendez, c'est la règle d'or en Allemagne, mais qu'est-ce que c'est déjà ? En fait, ils ont oublié parfois comment fonctionnait l'Europe. Il faut leur réapprendre un petit peu comment on fonctionne. Quoi. Toujours retirer retour d'expérience sur l'Asie et l'Extrême-Orient. Ils vous parlent de l'Europe comme nous, on parlerait de l'Afrique équatorienne. Savoir, ça leur paraît très exotique. Il y a tout un travail de... c'est les marchés frontières, en fait. C'est les marchés frontières pour eux. C'est le Far West. Sur le sujet budgétaire américain, là, est-ce que la pression des marchés, on peut rajouter Moody's dans le lot également, qui a eu son lot de retentissement médiatique, mais le 30 ans à 5%, est-ce que ça infléchit les débats au Congrès sur la Big Beautiful Bill ou pas ? Alors, ça impacte nécessairement les débats au Congrès, mais les débats au Congrès sont essentiellement politiques. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout drivés essentiellement par l'état des marchés financiers. En fait, on a 2 écoles aux États-Unis. On a une école des républicains, presque historique en tout cas, des républicains avec une tendance MAGA, mais avec MAGA rigueur budgétaire. Orthodoxe budgétaire. Exactement, qui mettent l'accent sur la nécessité de réduire à marche forcée le déficit budgétaire pour justement moins dépendre des financements extérieurs et pour rééquilibrer les comptes. Et puis on a l'autre tendance, qui est une tendance beaucoup plus suiviste de Donald Trump, et on l'a vu avec le speaker Johnson qui a dit en gros papa va arriver, donc Donald Trump va arriver depuis la Maison Blanche et il va remettre tout le monde au carré, voilà, disant mais ça fait partie de nos promesses de campagne. Donc comme on l'a promis, on va le faire, même si c'est pas nécessairement une bonne idée. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait dans les promesses de campagne des éléments qui politiquement étaient extrêmement marqués. Je pense évidemment à la défiscalisation des pourboires. Je pense à un certain nombre d'exemptions fiscales sur des investissements et sur des donations qui pourraient être favorisées pour certains Américains. Ça, c'est ce qui se rajoute à la prolongation des impôts Trump organisés en 2017. Exactement. Et en fait, c'était un professeur de Stanford qui disait si la loi telle qu'elle vient de sortir de la commission budgétaire passe en l'état, ce serait le plus gros transfert des générations jeunes vers les générations âgées qu'on ait connu de l'histoire américaine. Est-ce que c'est réellement une bonne idée ? Voilà. Mais effectivement, on a aujourd'hui un vrai sujet là-dessus aux États-Unis, et ce qu'on espère, c'est quand même que la force de rappel des marchés qui sont les seuls à donner effectivement une vérité des prix. C'est-à-dire que les marchés, vous connaissez mon mantra là-dessus, les marchés sont uniquement des entités qui donnent des prix. Et c'est un stratégiste américain qui rappelait, un des nombreux stratégistes de JP Morgan, qui rappelait que les marchés, c'est la machine à volter ultime. C'est-à-dire ce sont des entités qui ne peuvent pas être déportées, intimidées. C'est la vérité quotidienne des prix. Exactement. Et donc, la nécessité de regarder ces prix-là et de prendre en compte ce qu'ils nous disent sur la conséquence des décisions politiques me paraît une force de rappel qui pourrait être utile. Mais aujourd'hui, quand je regarde les débats... Le marché a l'air de dire que ça passera pas. Ouais, mais aujourd'hui, quand je regarde les débats aux États-Unis, je les suis de façon assez précise. En fait, aujourd'hui, c'est pas encore complètement rentré, même pas du tout, en fait, rentré dans les débats. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que si jamais cette loi passe, je ne suis pas du tout certain que ce sera salué comme étant une extrêmement bonne nouvelle, contrairement
par les marchés, contrairement à ce qui s'est passé en 2018. En 2018, on disait c'est formidable, on va avoir enfin des baisses d'impôts, on va avoir la croissance qui va remonter. Là, on s'inquiétera, c'est vraiment un nouveau monde, on s'inquiétera des déséquilibres financiers. Donc c'est important, effectivement. J'espère que la lumière puisque visiblement maintenant tout le monde est devenu catholique au sein de l'administration américaine, donc la lumière de Léon XIV et de Pentecôte va arriver, effectivement, on arrive dans ce temps-là, va arriver sur les parlementaires américains qui vont d'un seul coup, se comprendre, voilà, parce que c'est Pentecôte, c'est ça, et puis peut-être effectivement voir la vérité des prix en disant, faut peut-être arrêter de faire n'importe quoi. Bon, les marchés obligataires, les bond vigilantes, comme on les appelait à l'époque, ont eu raison des tarifs bilatéraux le 8 avril dernier. Est-ce qu'ils auront raison de la Big Beautiful Bill telle qu'elle a été présentée dernièrement par la commission de réconciliation de la Chambre des représentants? Alors, je pense que le parallèle est bon. En fait, il faut faire le parallèle sur les taux obligataires entre ce qui s'est passé en janvier, post-élection de Trump, dans lequel on a eu cette hausse de la prime de terme, on avait mis de côté les questions tarifaires et c'est plutôt l'effet budgétaire qui arrive en soutien. On a la hausse des taux qu'on a eu au mois d'avril qui est vraiment liée à la contrainte associée aux tarifs qui provoque un choc sur l'économie. Et c'est deux logiques qui sont différentes. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, alors déjà cette Big Beautiful Bill. Le triple B. Je vais dire triple B. Il faut lire dans son ensemble. L'anticipation. Il y a tout dedans. Il y a le contrôle aérien, Medicare, enfin c'est un fourre-tout pas possible. Oui, c'est la méga Et bill. c'est effectivement la logique de mes concessions tarifaires n'ayant pas été appliquées, je passe ce deuxième volet qui est ce volet d'extension fiscale. Ce qu'il faut avoir en tête et prendre un peu de recul, c'est que même si le marché semble aujourd'hui apaisé de cette histoire de tarifs, le marché action, on est quand même sur des hausses de tarifs qui sont en moyenne de 18%, c'est 8 fois plus important que ce qu'on avait avant. Donc déjà, on arrive dans un environnement, même si on est à 30% sur la Chine, qui sera inflationniste. Donc déjà, toute cette prime inflation qui est dans les taux a un biais beaucoup plus haussier que ne reflètent déjà aujourd'hui les break-even, les anticipations de marché. Deuxièmement, on arrive avec une prime de terme, on l'a dit, qui renormalise seulement, mais qui a encore de la voie à augmenter assez fortement. Aujourd'hui, face à ces hausses tarifaires, l'impact des revenus tirés des tarifs ne sera pas suffisante pour compenser l'ensemble des extensions qu'il va faire. Donc quand on met tout ça ensemble, c'est pas tant on va baisser les impôts, ça va nous faire de la dérégulation, de la relance de croissance. C'est on fait ça sur une économie qui est incertaine, avec un environnement inflationniste qui est élevé, avec une incertitude qui est profonde, parce qu'en fait au mois de juillet, on ne sait globalement pas ce qui va se passer. Et c'est là où le plus important à regarder, c'est cette histoire de confiance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un décrochage complet des indicateurs de confiance, mais une économie américaine qui tient plutôt bien dans les hard data. Quand on regarde historiquement les épisodes tels que ceux qui se sont passés là, en fait, il faut regarder non seulement les indicateurs de confiance, mais les indicateurs de confiance liés à l'emploi. Aujourd'hui, quand on regarde dans l'enquête du Michigan, les perceptions des ménages sur l'emploi se dégradent très très vite. Historiquement, quand on sait cette double séquence, choc de confiance, anticipation d'inflation et emploi, on arrive avec des probabilités d'ajustement de l'économie. Si je suis inquiet pour mon travail demain, c'est là où mes comportements de consommation et de dépenses s'ajustent. Et donc en fait, on met tout ça ensemble. On a une expansion budgétaire tout azimut. On a une incertitude qui est forte, un problème de confiance, une inflation qui va ressurgir, parce qu'elle arrivera avec cette histoire de tarifs. Tout ça avec une prime de terme qui va se reprendre par ces questionnements. Et donc c'est clairement la séquence de janvier pour l'instant, qui est en train de se passer, en fait, qui est sous nos yeux. Et la question, c'est est-ce qu'on dérive vers quelque chose à la avril? Pour l'instant, le fait qu'il fasse ce retrait sur les tarifs met ce scénario de côté de guerre tarifaire. Mais en réalité, on voit bien que cette bond vigilante, en fait, est le seul facteur aujourd'hui qui va essayer de l'assouplir. La question, c'est à essayer de tester cette vigilance-là. C'est ce qu'on mentionnait sur la prime de risque. En fait, il y a aujourd'hui une prime de risque américaine. De combien, on ne sait pas. Mais plus il va aller tester ces effets-là, plus la prime de risque américaine sur les taux va réaugmenter. Donc, prime d'inflation, prime de terme, prime de risque, c'est un environnement aussi aux US très clairement. Comment on explique ou comment on justifie le fait, dans ce contexte-là, que les indices actions américains soient revenus très proches de leur sommet? Le S&P est à 2-3% de ses sommets historiques. Est-ce que les analystes sont complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est un nouveau départ pour le marché action? Ou est-ce que c'est effectivement le risque d'une répétition du choc du mois d'avril? Effectivement, ça a été un rebond assez remarquable qui a surpris beaucoup de monde. On peut estimer qu'il y a plusieurs raisons à cela. Une première raison, c'est qu'effectivement, ce risque de baisse extrême de marché
à travers cette guerre commerciale, semble avoir été pour l'instant évacué. Donc ça a été effectivement une matière à rassurer. La désescalade est en cours. On a vu que le président Trump vacillait lorsque les marchés bougeaient trop, était aussi très attentif à ce que lui disaient ses amis financiers, hommes d'affaires et aussi son électorat. Donc on a écarté un peu le risque extrême de baisse. En parallèle, souvenez-vous, on a eu aussi une belle saison des résultats. Oui. Dans le contexte actuel, il y avait beaucoup d'inquiétudes et ces inquiétudes se sont globalement plutôt évanouies. Puis il y a probablement aussi des aspects plus techniques, des aspects de positionnement. Beaucoup d'investisseurs ont baissé leur exposition à la baisse et ont donc un petit peu chassé leur queue à la hausse pour se réexposer. Donc tout ça a fait qu'effectivement le rebond a été remarquable et on en arrive à ce que vous décrivez, savoir un marché qui est aujourd'hui très haut, des valorisations qui sont élevées, en particulier aux États-Unis, et qui laissent assez peu de place à une marge d'erreur éventuelle si l'un de ces scénarios qu'on décrit était amené à se matérialiser. Il n'y a plus de prime de risque sur les actions américaines. Là, on a remangé toute la prime de risque en quelques semaines. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, il y a un chemin pour la performance, toujours. Il y a le bull case, qui consisterait à ce qu'effectivement les tarifs ne soient pas si dramatiques qu'initialement anticipés, que le président Trump puisse pivoter sur cet agenda pro-business pour lequel il a été élu et pour lequel, souvenez-vous, en novembre dernier, on était tous très excités. Oui. Donc c'est un petit peu ça le bull case, c'est de dire ça y est, on va mettre cet épisode tarifaire derrière nous. Les autres chapitres arrivent. Les autres chapitres arrivent. Mais on arrive à la contradiction qu'on vient de décrire, à savoir, pour implémenter cet agenda pro-business très coûteux, il va falloir faire avec les bonds vigilantes à un moment où le marché obligataire semble grincer. Et c'est cette contradiction-là qui rend le bull case finalement assez inconfortable, ou en tout cas à des niveaux de valorisation qui sont si élevés, qui rend l'investissement plutôt incertain. Rebond de circonstances, ou est-ce que ça peut être un nouveau départ Moi, ce qui me marque sur le marché américain, c'est le poids qui devient quand même extrêmement important désormais des particuliers américains. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas du tout l'habitude d'un marché où les mouvements étaient impulsés par les particuliers et les professionnels suivaient, mais c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc ça rend le marché assez difficile à lire. Et il y avait une étude qui était sortie il y a quelques jours qui était intéressante sur le fait que ça reflète également les deux Amériques. L'Amérique bleue et l'Amérique rouge. C'est votre étude non, c'est une étude que j'ai effectivement relayée, et qui me paraissait assez fascinante sur le fait que on avait non seulement aujourd'hui dans les sondages des anticipations qui étaient différentes selon qu'on était républicain ou qu'on était démocrate, ça on le sait depuis longtemps, mais désormais on a des populations qui ne se croisent plus. C'est-à-dire que si vous êtes démocrate, vous allez chez Costco, si vous êtes républicain, vous allez chez Shams Place. Et tout ça. Ce que dit Elon Musk aujourd'hui, il est au Qatar, je crois. Exactement. Il dit, sur les ventes de Tesla, il dit ça y est, les achats des républicains compensent les non-achats des démocrates sur les ventes Tesla. Et c'est ça qui rend et c'est ça qui rend les indices extrêmement difficiles à lire, parce qu'évidemment nous ne pouvons lire que des moyennes. C'est comment est-ce que effectivement au sein de l'électorat c'est perçu, comment est-ce que ça va remonter jusqu'à l'administration républicaine, et si les comtés démocrates s'en sortent beaucoup moins bien que les comtés républicains, est-ce que ça va être, même si en moyenne, évidemment, si vous regardez l'Amérique démocrate, l'Amérique républicaine, c'est 2 tiers l'économie démocrate et 1 tiers l'économie républicaine aux États-Unis, donc il n'y a pas photo. Mais vous ne pouvez pas... c'est à peu près ça, c'est 20 000 milliards de dollars et 10 000 milliards de dollars de l'autre, en gros. Mais la question, c'est est-ce que si ces 10 000 milliards de dollars vont bien, est-ce que finalement l'administration va dire, moi c'est mon électorat, tout se passe bien, et donc tout ce qu'on vient de dire sur les forces de rappel de marché, est-ce que ça va véritablement fonctionner? Et effectivement, on a énormément de déséquilibres aujourd'hui, mais on ne sait pas comment est-ce que ces déséquilibres vont remonter en termes de messages à la Maison-Blanche et en termes de messages au Congrès pour justement retrouver peut-être un chemin que les marchés en moyenne nous tracent. Les marchés effectivement nous tracent un chemin en disant... Les entreprises finiront par s'ajuster, elles se sont déjà ajustées, elles ont des marges de manœuvre, et comme la confiance reste bonne, et comme le marché de l'emploi reste bon, finalement, tout ceci va bien se passer. Il y a quand même énormément d'incertitudes sur ce scénario, et c'est pour ça que c'est difficile d'investir dans ce marché-là. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Pour une aussi, entreprise, c'est un marché fragmenté, quoi. C'est extrêmement... D'un État à l'autre, d'un comté à l'autre, on ne fait pas du business de la même manière quand on s'appelle Walmart, Costco, mais c'est extraordinaire. Et effectivement, si vous vous amusez, vous pouvez, parce que nous avons l'esprit
espiègle dans la finance. Vous pouvez regarder, il y a un ETF qui s'appelle MAGA aux États-Unis, voilà, et un autre ETF qui est Democratic Core Capital. Ouais. Et vous voyez que finalement, sur 5 ans, ils font à peu près la même performance, mais que les performances à 1 an, 2 ans, 3 ans, effectivement, sont extraordinairement volatiles. Et donc, il faut arriver à lire tout ça et à faire des allocations qui soient pertinentes là-dessus. C'est pas simple en ce moment, quoi. Bon, si l'Europe offre une vision de stabilité, et là aussi c'est ce que je disais hier on appelait ça de la médiocrité, maintenant on appelle ça de la stabilité. C'est le revers positif, pas mal, ça, ouais. le revers positif d'une stabilité, oui, de la médiocrité. Voilà. Non mais vous poussez le thème de la défense depuis un moment. Quand on patauge, finalement, on va pas très vite, mais pas très vite dans le le mauvais risque sens non de plus. choc et de rupture est moins Voilà. important peut-être en Europe aujourd'hui. Il y a peut-être plus de prédictibilité dans la conduite des politiques économiques et monétaires. Nous savons mettre un frein à ailleurs. l'immobilisme. Donc c'est un bon terrain pour l'investisseur, Raphaël. Le thème de la défense, de la souveraineté que vous poussez depuis un moment chez Tikehau, il en est où? Il y a encore du momentum. Enfin, je veux dire, le thème n'est pas encore à son prix tel que vous l'estimez. Est-ce que ça devient un thème plus tranquille, un thème de fonds de portefeuille? C'est devenu peut-être à la différence d'il y a quelques années, selon nous, un thème incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le thème ne fait plus débat, c'est probablement une méga tendance générationnelle, il faut en avoir en portefeuille, comme il faut avoir de l'intelligence artificielle ou de la tech. D'accord. Et effectivement, c'est un thème qui est aujourd'hui très européen. Nous, on continue à investir lourdement dessus, en private equity, sur les actions aussi, à travers la défense en particulier, mais pas que. Et de notre point de vue, c'est simplement le début d'une tendance. Il est encore temps de se positionner. Alors évidemment, une partie de la hausse est derrière nous maintenant. Prenez la valeur de la défense en Europe, c'est plus 40% cette année, donc c'est très significatif. Mais avec des perspectives de croissance qui sont gigantesques. Nous, on parle beaucoup d'un moment ChatGPT pour la défense européenne. Il y aura un après début 2025 et un avant après 2025. Mais compte tenu des perspectives de croissance, de revenus, la capacité de ces entreprises aussi à maintenir leur rentabilité, voire même à la augmenter, et à la visibilité que cette tendance vous donne sur le long terme aussi, quand on regarde les entreprises de défense, on a de la visibilité sur les carnets de commandes à long terme. On est vraiment, selon nous, sur une tendance sur laquelle positionner. Et paradoxalement, malgré la performance récente, à des valorisations qui reste encore acceptable, dirons-nous. Je ne vais pas dire raisonnable, on va dire acceptable. Mais rapporté à la croissance, effectivement, c'est pas si délirant que ça. Je vais vous donner un chiffre assez frappant. La défense européenne, sur les 3 prochaines années, on modélise environ 30% de croissance des BPA, des bénéfices par action. Aux États-Unis, on est plus proche de 10%, donc 3 fois plus de croissance des bénéficiaires en Europe, pour des valorisations moindres en Europe qu'aux États-Unis. Alors, il y a une prime, certes. On paye plus cher aujourd'hui pour investir en défense que pour investir ailleurs. Mais face au montant de capitaux déployés, à leur capacité de maintenir leur rentabilité et à des valeurs, encore une fois, en relatif, par exemple, aux États-Unis, qui restent raisonnables, on a l'impression que tous les ingrédients sont là pour surfer cette vague. Et c'est un thème qui s'élargit, qui s'approfondit. Enfin, je veux dire, dans l'univers d'investissement, il y a de la profondeur, de la largeur. Alors aujourd'hui, on est effectivement très concentré sur cette thématique défense, elle est incontournable, tout le monde en parle. Notre pari, c'est de dire qu'en fait, on est finalement bien au-delà d'une problématique purement défense, mais qu'on est effectivement autour de cette thématique de la souveraineté. Que le constat qu'on fait aujourd'hui sur nos fébrilités vis-à-vis de notre sécurité, on peut et on va et on doit le faire aussi sur nos fébrilités vis-à-vis de certaines industries stratégiques, par exemple, je ne sais pas, des semi-conducteurs, qui clairement sont devenus un actif stratégique pour les pays, des infrastructures, de l'énergie, de la pharma, autant de thématiques assez similaires à finalement ce qu'on voit à la défense, à savoir une externalisation des savoir-faire, des chaînes de valeur, une surdépendance vis-à-vis de l'extérieur, un moment où le monde s'antagonise, où nos partenaires mondiaux deviennent beaucoup moins amicaux que précédemment, et où on voit parfois derrière le rideau, parfois de manière plus explicite, une vraie volonté européenne publique de se réoutiller, de se réarmer, sans mauvais jeu de mots. Donc vraiment, on a envie d'aller au-delà de cette thématique de la défense et d'aller explorer plus loin.
Et en plus, la BCE va accompagner tout ça, Léa. Je crois même que les hawks de la BCE signalent qu'ils ne s'opposeront pas à une nouvelle baisse de taux. Oui, c'est ça. Elle déroule. Non, elle déroule, elle est crédible, on y va, on applaudit. Non, mais en fait, réellement, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut appliquer le rapport Draghi ? Et en fait, c'est ça les conséquences pour l'Europe. Alors, effectivement, cette année, ça va être compliqué parce qu'il y aura l'effet économie américaine sur l'économie européenne. Ouais. Par contre, c'est exactement ce qu'on a vu avec le plan Covid et le plan défense adopte le même schéma. C'est des effets à long terme qui sont multipliés parce qu'ils sont appliqués dans tous les pays européens. Et donc, mauvais 2025, en gros, c'est une croissance autour de 0,7. Mais en fait, 2026-2027, quoi qu'il se passe, en fait, dans ce monde incertain, l'Europe arrive comme un îlot de stabilité, et 2, on a des dépenses d'investissement massives que personne ne critique. Donc, autant notre hausse de primes de terme américaine, c'est un problème de signature, autant en Europe, c'est un problème d'émissions supplémentaires pour la défense et tout le monde le salue. Donc, côté conjoncture, ça va encore être compliqué, mais par contre, sur des perspectives à moyen terme, l'îlot de stabilité devient l'Europe. Bon, sur la logique d'investissement, là, dans ce contexte, à ce stade, qu'est-ce qui retient votre attention ? D'abord, effectivement, c'est un truisme, mais la diversification, ça reste quand même la clé dans un monde qui reste quand même extrêmement volatile. Et je pense que tous ceux qui ont pris des paris marqués depuis le début de l'année se sont pris à un moment donné des portes de saloon absolument considérables. Donc il faut être à la fois humble et vigilant, et c'est franchement pas simple. Le deuxième élément, c'est que ce qui change effectivement profondément en Europe, c'est l'Allemagne en fait. L'élément de bascule, c'est qu'on avait un point qui non pas nous entraînait par le fond, mais nous empêchait d'avancer, qui était un élément d'immobilisme, qui est devenu un élément de moteur. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à la fois sur la défense, à la fois sur les changements budgétaires, et même globalement sur les équilibres politiques. On voit une Allemagne qui veut bouger. La question maintenant, c'est est-ce que politiquement, à l'intérieur de l'Allemagne, ça va être aussi salué que ça l'est à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on regarde il a gagné une bonne partie de son capital politique. C'est-à-dire que quand on regarde la cote de Friedrich Merz, elle est quand même beaucoup plus importante au cœur de Paris qu'au cœur de Berlin, ce qui peut être quand même un sujet pour lui, quoi. Ouais. Le coup d'État budgétaire. Ce dont il est accusé aujourd'hui. Exactement. Mais néanmoins, c'est ce qui fait que l'Europe aujourd'hui attire tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Wilfried Galland, Montpensier Arbevel, Léa Dauphas, TAC Economics et Raphaël Tuin, Ticket au Capital.